Bonjour à vous mes hockey fans. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview 2021 et cette fois-ci on s'attaque aux Rangers de New York, les très prometteurs Rangers de New York, je devrais dire. Alors d'abord et avant tout, permettez-moi de vous inviter sur mes différents réseaux sociaux, c'est-à-dire que je suis actif à la fois sur TikTok, Instagram ou Twitter, toujours sous le nom de HockeyFan514 et bien entendu sur YouTube aussi. Donc si jamais vous ne me suivez pas déjà sur YouTube, on s'abonne et on active la petite cloche. Les Rangers de New York, c'est peut-être une des équipes avec le potentiel le plus prometteur actuellement dans la LNH. C'est des jeunes qui ont déjà acquis une certaine expérience. Dans certains cas, c'est juste une saison d'expérience. Mais dans d'autres cas, même quelques matchs, dans d'autres cas, on a des gars qui sont pas tellement vieux puis qui ont quand même une certaine expérience déjà dans la LNH. Fait que, bref, c'est une organisation qui est belle sur un point de vue offensif. Le jeu défensif est laborieux du côté des Rangers, mais le jeu offensif est excessivement bon. Et ce qu'il faut mentionner, c'est que l'organisation a été très récompensée de la signature de Panarin. Parce que Panarin a amené un tout autre aspect à l'organisation. Ça a augmenté la moyenne de buts marqués par match, ça a augmenté l'efficacité en avantage numérique depuis qu'il est arrivé. C'est sûr que c'est pas juste un homme qui change tout, mais je pense que c'est quand même pas inconnu à son arrivée. Puis il a connu une saison exceptionnelle, la meilleure saison de sa carrière dans le cas de Panarin d'ailleurs. Alors, les Rangers de New York en 2018 avaient fait l'annonce à grande pompe qu'il allait commencer un processus de reconstruction. Puis ça l'avait offensé certains fans, ça l'avait offensé les vétérans de l'organisation. D'ailleurs, à l'époque, tu avais Mark Stahl qui jouait là-bas, Derek Stepan, Henrik Lundqvist. C'est des gars qui ça faisait longtemps qu'ils jouaient pour l'organisation. Puis Kreider avait eu peur aussi à l'époque. Fait, bref, on avait peur de la suite là, pour les Rangers de New York. On s'attendait à plusieurs années dans les bas-fonds. Puis finalement, on est en 2020 puis ils participent à la phase qualificative. Bon, finalement, ils se sont fait sortir de la phase qualificative, là, mais il en reste pas moins que l'organisation est une organisation qui montre un potentiel vraiment fucked up. Cette organisation-là, pour les années à venir, devrait être forte. Le coach David Quinn a été embauché en 2018, donc c'est à lui de bâtir l'identité des jeunes alentour de l'organisation des Rangers de New York. Puis s'il réussit à bien faire sa job, ben, il va avoir une équipe qui est excessivement talentueuse. Donc ça va être à lui de réussir à convaincre l'équipe de bien jouer défensivement, là, de jouer de manière hermétique plus intéressante que ce qu'ils ont fait par les années passées. Puis à ce moment-là, ben, cette équipe-là est un contender pour la Coupe Stanley littéralement, là, parce qu'ils ont trop de potentiel intéressant dans l'équipe, là, ça n'a aucun sens. L'année passée, les Rangers de New York, c'est 37 victoires, 28 défaites, 5 défaites en prolongation, 79 points. Une moyenne de buts marqués de 3,34, ce qui est la 5e position dans toute la Ligue nationale. Franchement, félicitations. Une moyenne de buts encaissés de 3,17, là on est 24e, c'est un peu moins bon. L'avantage numérique à 22,9, 7e dans la Ligue nationale. Donc c'est ça que je vous disais. L'arrivée de Panarin, là, je me souviens plus exactement. Je pense que l'année passée, les Rangers ont eu un enfant comme 12 ou 14 buts marqués de plus que la saison précédente, avec encore comme... je pense que c'était 10 matchs, si je ne me trompe pas, ils ont joué 70 eux autres. Fait que 12 matchs à jouer. Donc il y avait déjà plus de buts marqués l'année passée, cette saison-là, que l'année d'avant. Et il n'avait même pas complété la saison encore. Fait que ça a fait toute une différence, l'arrivée de Panarin. Une moyenne de 3,34, 5e position dans la Ligue. C'est en partie imputable aussi à Zibanejad qui a connu une excellente saison et Panarin. Puis sinon, l'avantage numérique à 22,9, ben écoute, on utilise ces gars-là ensemble là, avec l'avantage numérique. Un peu le même principe qu'avec les Oilers, qu'on utilise Draisaitl avec McDavid. Ici, on va utiliser Panarin avec Zibanejad. De manière générale, en tout cas, la ligne qui a été le plus souvent utilisée est celle de Kreider, Zibanejad, Buchnevich. Moi, c'est la raison pour laquelle je les ai mis ensemble. Tu avais un certain Jasper Fast aussi là, qui pouvait être utilisé dans cette ligne-là. Puis, pas dans cette ligne-là, excusez, Jasper Fast, je pense qu'il était avec Panarin, Strome, puis pas Panarin, Strome, mais Panarin, Strome, puis Fast, je crois, de mémoire. En tout cas, la ligne de Kreider, Zibanejad, Buchnevich était celle qui était la plus utilisée, mais en avantage numérique, c'est clairement Panarin, Zibanejad, il n'y a pas d'hésitation à avoir là-dessus. Un désavantage numérique à 77,4, c'est le 23e de la Ligue à égalité. On a terminé 16e dans la Ligue nationale à égalité, toujours basé sur le pourcentage de victoire, 11e dans la conférence de l'Est. On n'aurait pas dû faire les playoffs du côté des Rangers, mais finalement, la structure un peu bizarre a fait qu'on a réussi. Mika Zibanejad, 41 buts l'année passée, puis la saison n'était même pas terminée. Ma foi, ce petit bâtard-là, ça en allait peut-être même vers une saison de 50 buts. Ça aurait été quand même rough qu'il réussisse à faire ses 10 buts en 12 matchs, là, mais il aurait peut-être pu. Puis franchement, ça a été une saison exceptionnelle pour Zibanejad. C'était la première fois de sa carrière qu'il obtenait 40 buts dans une saison. En 57 matchs, 41 buts, 34 passes, 75 points pour Mika Zibanejad. Exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel.
Dans le cas aussi de Ryan Strome, on a connu notre meilleure saison en carrière. Strome, 59 points en 70 matchs. C'est un jeune homme, lui, qui promet beaucoup. Quand tes deux centres sont soit 59 en 70, 75 en 57, je pense que tu as deux très très bons premiers centres ici. Tu n'as pas à te plaindre du tout de ta ligne de centre. Fait que Ryan Strome aussi a connu une bonne saison. L'année passée, ça a été sa meilleure saison de sa carrière. Le meilleur défenseur, en fait, Panarin, 95 points l'année passée, une meilleure saison en carrière lui aussi, un total de 32 buts, 95 points. C'est et de loin le meilleur pointeur de l'organisation avec près d'une vingtaine de points. Avec 20 points en fait. 75, 95, 20 points exactement. Et le meilleur défenseur à caractère offensif aurait été Anthony DeAngelo. DeAngelo, honnêtement, là, c'est bam, révélation. Il est devenu un des défenseurs peut-être les plus offensifs de la Ligue. Pas nécessairement le plus défensif, mais l'un des plus offensifs de la Ligue. Avec un total de 53 points en 68 matchs l'année passée, un différentiel plus-moins de plus 12. Il a connu une saison qui est une saison exceptionnelle. Et je vous dis, tant mieux dans son cas à lui, parce que de l'autre côté, Jacob Trouba a connu une saison que je qualifierais de très décevante. 27 points en 70 matchs pour Jacob Trouba, c'est à peu près la moitié moins de points qu'il avait eu avec les Jets la saison d'avant. Fait que pour Jacob Trouba, l'adaptation a été difficile à New York, mais Anthony DeAngelo lui a step up, puis il a réussi à prendre la relève à ce niveau-là. Fait que franchement, Anthony DeAngelo, très bonne saison l'année passée. Ça a été vraiment impressionnant. Là, ici, je vous ai mis les espoirs qui sont à suivre. Mais je pense pas que je vais vous apprendre grand-chose en vous disant que les espoirs qui sont à suivre, c'est ces deux-là. Parce que c'est sûr qu'ils vont commencer dans la NH à moins qu'il y ait une blessure. Mais sinon, je vois pas de raison pourquoi ils ne seraient pas dans la NH, ces gars-là. Alors, on va commencer avec le gardien de but Igor Shesterkin, 24 ans, un choix de 4e monde en 2014. Ce dude-là a brûlé la KHL pendant des années. On l'amène l'année passée en Amérique. Il commence dans la Ligue américaine. Il brûle la Ligue américaine, plus précisément. Dans la Ligue américaine, 25 matchs, une moyenne de 1,90, 934 d'efficacité. Il a brûlé la Ligue américaine, Shesterkin. On le rappelle dans la Ligue nationale, je ne l'ai pas marqué ici. On le rappelle dans la Ligue nationale, 12 matchs, 2,52, 932 d'efficacité. Fait qu'honnêtement, ce gars-là, partout où il a joué au niveau professionnel, il a brûlé la Ligue. À 932 d'efficacité, si ce petit bâtard-là me garde ça, puis croyez-moi, c'est pas Gorchev qui avait 930 l'année passée d'efficacité, puis encore moins Lundqvist. Lundqvist, l'année passée, 905 d'efficacité en 30 matchs, une moyenne de 3,16. Saison très décevante pour Lundqvist l'année passée. Ce qui d'ailleurs a fait qu'on a remercié Lundqvist, puis on a ouvert très très grande la porte pour Igor Shesterkin, qui pourrait même être le gardien de but partant dès cette année. Sinon, on y va peut-être avec un tandem, parce que dans le cas de Gorchev, on n'est quand même pas tant vieux. Là. Mais ce gars-là ne fait pas juste rentrer dans la NH, là, il va probablement même être le partant dans la NH. Il a fait ses classes, il les a faites de manière très, très humble, donc il a réussi à se démarquer au niveau de la KHL pendant plusieurs années. Il s'est démarqué pendant son séjour dans la Ligue américaine, et même quand il est arrivé dans la NH, ça a très bien été pour lui. Fait que ce gars-là pourrait être le gardien de but partant dès cette année des Rangers de New York. Et bien entendu, l'allié gauche, Alexis Lafrenière, 19 ans, un choix de première ronde en 2020. Dans son cas, à lui, c'est un gars qui devrait théoriquement entrer dans la NH de cette année, mais ça va être rough pour lui d'être sur le premier trio quand tu as devant toi Chris Kreider et Artemi Panarin. Fait que je pense pas que dans le cas de Lafrenière, on va être sur le premier trio en partant, mais on va prendre le temps de bien le développer. C'est un gars qui est un gars à gros gabarit, qui a un bon coup de patin, qui est capable de créer beaucoup de choses, qui n'a pas peur d'aller dans la circulation, mais surtout, c'est un gars qui est connu comme étant très professionnel et passionné par son sport. Donc, c'est ce qui fait que c'est un gars qui devrait travailler excessivement fort à bien se développer. C'est un gars qui va devenir éventuellement une star dans la NH, à moins que vraiment ça se passe très mal au niveau de son développement, mais c'est un gars qui devrait pouvoir devenir une star dans la NH. Dans son cas à lui, il mesure 6 pieds 1, 192 livres, donc comme je vous ai dit, un gros gabarit. Il jouait dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 52 matchs, 35 buts, 77 passes pour 112 points. Fait que c'est une production offensive que des fois on compare à Crosby puis McDavid. Mais déjà en partant, c'est pas un joueur de centre, là, ça, déjà en partant. Mais je vous dirais qu'il a l'air d'avoir peut-être une touche un petit peu moins offensive que ces deux-là. En tout cas, au niveau junior, un petit peu moins offensive que ces deux-là. Mais il reste que c'est un très très bon potentiel. Les Rangers ont été vraiment chanceux de gagner cette loterie-là. Ça m'écoeure un peu parce qu'ils ont déjà des prospects à très très fort potentiel dans l'équipe.
Tu sais, je veux dire, Shesterkin est un fort potentiel, même s'il a été choisi en quatrième ronde, il s'est tellement démarqué dans KHL, ce dude-là, que c'est un prospect à très fort potentiel. T'as Adam Fox, qui est un prospect à très très fort potentiel au niveau des défenseurs aussi. T'as... Ouais, ben c'est ça. Je pense qu'avec Lafrenière, avec Fox, avec Shesterkin, t'as déjà des très très forts potentiels qui sont là pour se démarquer. Puis, je veux dire, en même temps, Zibanejad n'est pas tant vieux. Strom non plus, il n'est pas tant vieux. D'Angelo n'est pas tant vieux non plus. Fait, hey, franchement, là, c'est une équipe qui. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Puis, ils ont des gars de première classe. Fait que, bref, c'est ça, intéressant à suivre dans les années à suivre. Alors là, on y va avec l'alignement que je vous propose. Les gars qui sont en bleu, c'est des gars qui sont déjà connus à New York. Les gars qui sont en rouge, c'est des gars qui soit vont intégrer l'organisation cette année ou soit ont été acquis pendant la saison morte. Dans le cas particulier ici de Julien Gauthier, je l'ai mis en rouge. Bon, lui, il a été acquis des Hurricanes de la Caroline, mais c'est un gars qui a déjà joué un petit peu dans la Ligue nationale, mais qui a surtout joué dans la Ligue américaine depuis qu'il est au niveau professionnel. Fait que dans son cas, à lui, il n'est pas considéré comme étant dans la banque de prospects des Rangers. C'est un nouvel arrivant quand même dans l'organisation. Il a joué la majorité de sa saison l'année passée dans la Ligue américaine. Fait que je l'ai mis en rouge. Mais sinon, c'est ça. C'est des gars soit qui vont intégrer l'organisation ou sinon des gars qui ont été acquis pendant la saison morte. Fait que ça, c'est l'alignement que je vous propose. Un fait anecdotique avant qu'on commence, c'est que les Rangers de New York dépassent la limite imposée par la LNH pour la signature de bonus. Donc, le montant total qu'ils donnent en bonus est trop élevé. Donc, ils ont une pénalité sur leur cap salarial à cause de ça. Je trouve ça drôle parce que là-dedans, tu as Panarin qui a un bonus de 12 millions quand il gagne avec son salaire de base 11 millions. Fait que son bonus est plus élevé que son salaire de base. Puis Chris Kreider, il a 8 millions en bonus. Jacob Trouba, il a 8 millions aussi. Hey, mine de rien, lui, là, il gagne cher, il gagne 8 millions. Jacob Trouba, il coûte cher parce qu'il amène. Alors, bref. On y va. Donc, les Rangers n'ont pas 81 millions sur leur masse salariale, mais en échange de quoi, ils payent une pénalité à cause qu'ils ont donné trop en bonus. Ça explique pourquoi ils sont à comme 75 ou 76 millions, je pense, puis qu'ils n'ont pas, officiellement, ils n'ont pas d'espace sur leur cap. C'est à cause de ça, ils ont une pénalité. Alors, bref. Chris Kreider a été utilisé, c'est la ligne qui a été le plus souvent utilisée à la hauteur de, je pense, c'est 11,quelques% l'année passée, là, ou quelque chose de même. Kreider, Zibanejad et Buchnevich. Dans leur cas, à eux autres, ça a bien été l'année passée. Je vois pas de raison de les défaire. Puis dans le cas de Chris Kreider, c'est un joueur qui est un joueur d'expérience. Fait que là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de répéter avec des gars qui se connaissent bien déjà. Chris Kreider, l'année passée, 45 points, 63 matchs. Ça a bien été. C'est un joueur qui est rapide, qui frappe. C'est pas un joueur qui va faire beaucoup de points, mais quand même. Mika Zibanejad, lui, c'est écoute, révélation l'année passée. C'est rendu un des très grands joueurs de centre à caractère offensif de l'organisation, de la Ligue, même de la Ligue. 75 points en 57 matchs l'année passée. Très, très bonne saison pour Mika Zibanejad. Et Buchnevich, l'année passée, 46 points en 68 matchs avec un style qui ressemble peut-être un petit peu plus à Kreider, mais quand même, c'est un joueur qui a un caractère offensif assez intéressant. Certes, peut-être pas autant intéressant que Panarin ou Zibanejad, mais quand même intéressant. En termes de deuxième ligne, j'y vais avec Panarin à l'aile gauche, 95 points en 69 matchs l'année passée. Ridicule comment son adaptation s'est bien passée pour lui. Puis que je fais jouer d'ailleurs sur une même ligne, que son adaptation a peut-être été un petit peu plus difficile et c'est Capo. Dans son cas, à lui, 23 points en 66 matchs l'année passée. C'est un gars qui a un fort potentiel offensif, mais son arrivée en Amérique a été peut-être un petit peu difficile. Encore là, comme je vous dis, il y avait un certain Jesper Fast là, qui était là puis qui faisait partie peut-être plus du top 6 que lui l'année passée. Mais il en reste pas moins que ça a commencé un peu lentement dans son cas, mais on se décourage pas, il est encore très très jeune. De le faire jouer avec un gars comme Strome et Panarin, je pense que offensivement ses statistiques vont monter. Je ne vais pas en disant systématiquement, mais ça l'approche du systématiquement, ça va augmenter. Que je vais jouer avec Ryan Strome. Lui, Strome, c'est 59 points en 70 matchs l'année passée. C'est Ryan ou Dylan? Ça, c'est Ryan. En termes de troisième ligne, là, j'y vais avec les deux Québécois. Je trouvais ça intéressant de faire cette structure-là parce que moi, ça m'apparaît clair. Brandon Lemieux, c'est un gars de quatrième trio. Il est hors de question que je vois ce gars-là plus haut qu'un quatrième trio. J'ai pas beaucoup de respect pour le genre d'homme qui est, mais ça, c'est un autre combat. Alors, je ne le veux pas ni sur mon troisième, ni sur mon deuxième. Je veux quatrième. Fait que pour moi, ça m'apparaissait clair que Lafrenière, son spot, il était sur le troisième. Que tu inverses Panarin, Kreider ici, Lafrenière, pour moi, ne dépasse ni un ni l'autre. C'est mon opinion. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je me suis dit ça va être intéressant de le faire jouer avec Julien Gauthier. Donc, comme ça, on aurait deux Québécois sur la même ligne. Dans le cas de Lafrenière, l'année passée, il jouait dans la Ligue junior majeure du Québec. En 52 matchs, 112 points, dis-je bien. C'est un des plus grands potentiels de la LNH qui va rentrer dès cette année dans la LNH. Fait que, bref,
On a Philippe Steele, lui, c'est 23 points en 60 matchs l'année passée. C'est impossible que ce gars-là dépasse Strom et Zibanejad, sauf si blessure il y a. À ce moment-là, il va rentrer dans le top 6, mais sinon, nope. Et dans le cas de Julien Gauthier, 3 points en 17 matchs l'année passée. Il a joué majoritairement dans la Ligue américaine. Dans son cas, lui, Julien Gauthier, c'est un gros bonhomme. Qui a été repêché originalement par les Hurricanes de la Caroline, puis c'est surtout un marqueur, c'est surtout ça. Et je pense que de le faire jouer avec un gars comme Alexis Lafrenière, déjà c'est deux Québécois, mais ça peut être le fun de voir quel genre de chimie que les deux Québécois pourraient avoir ensemble. Et comme Alexis Lafrenière peut être un excellent playmaker, de le faire jouer avec Julien Gauthier, qui lui peut finir la job, puis qui peut aller dans le trafic sans aucun problème, je trouve ça super intéressant pour l'avenir. Parce que justement, on va habituer les deux jeunes à jouer ensemble. Pour moi, je trouve que ça serait une ligne qui serait une ligne très intéressante. En termes de quatrième ligne, j'y vais avec Brandon Lemieux, 18 points en 59 matchs l'année passée. Oden, 19 points en 70 matchs. Intéressant, lui, il approche de 50% au sein des mises au jeu. C'est quand même pas tant mauvais. Et Roenick, qu'on a acquis pendant la saison morte, 9 points en 49 matchs. En termes de cote, j'y vais avec DJ Sepe et Blackwell. Au niveau des défenseurs, écoutez, on a beaucoup de talent dans ce top 4-là. Maintenant, la question qui est à se poser, c'est est-ce qu'on va être capable de jouer solide défensivement? Un gars qui a montré des très belles choses à ce niveau-là, c'est Adam Fox. Adam Fox était à sa première saison dans la LNH et ça l'a super bien été pour lui. Non seulement il y a eu des points sur un point de vue offensif, mais il a montré de très belles choses au niveau de son jeu défensif également. C'est un défenseur qui devrait devenir à moyen long terme un défenseur, peut-être même le général de la défense de l'organisation des Rangers de New York. Très, très bon potentiel dans Adam Fox. C'est un gars qui est à suivre. Anthony DiAngelo a connu une excellente saison sur un point de vue offensif. 53 points en 68 matchs l'année passée. Jacob Trouba, très décevant. 27 points en 70 matchs. C'est un gars qui c'est un vétéran. Donc, c'est à lui de se reprendre en main. Puis je pense que c'est faisable. De le faire jouer avec Anthony DiAngelo, ben écoute, je pense que DiAngelo, c'est un gars qui se porte beaucoup à l'attaque. Trouba, c'est un gars qui se porte beaucoup à l'attaque. Peut-être une certaine faiblesse à mes yeux à ce niveau-là, mais je suis pas sûr que j'ai goût de faire jouer tout de suite la responsabilité de la première paire à Adam Fox. Il y a quand même juste une saison dans la LNH. Mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant aussi. Puis à ce moment-là, si on fait jouer Trouba avec Lindgren, ben à ce moment-là, lui, il est peut-être un petit peu plus défensif. Ça pourrait peut-être aider Trouba là, à déresponsabiliser un peu sur son jeu défensif. Puis à ce moment-là, pouvoir se porter plus à l'attaque. Enfin bref, moi j'ai quand même maintenu Jacob Trouba avec DiAngelo. C'était la première paire l'année passée, je garde ça. Lindgren qui, en 60 matchs, 14 points, qui a joué avec Adam Fox, 42 points en 70 matchs. Excellente première saison, offensivement, défensivement dans son cas, lui, une star à venir. Et là, on a acquis Jack Johnson pendant la saison morte. Lui, c'est 11 points en 67 matchs. C'est un vétéran. C'est un vétéran qui joue plus défensif. Fait que c'est pas le gars qui va venir. Il va pas rentrer dans ton top 4, sauf si blessure il y a. C'est pas un gars qui est non plus dans sa meilleure année, là, ça c'est clair. Mais c'est un gars qui amène une belle expérience sur une défensive, qui est quand même relativement jeune. Lindgren, je me souviens plus quel âge qu'il a, mais en tout cas, Fox il est jeune. DiAngelo il est à la mi-vingtaine, plus ou moins. Fait que ça amène de l'expérience. Il faut qu'on resserre un peu le jeu sur un point de vue défensif pour aider à améliorer ça puis ça ici. Fait que c'est une acquisition qui peut être très intéressante en Jack Johnson, même si c'est quand même une troisième paire. Et par la suite, j'y vais avec Smith, 8 points en 62 matchs l'année passée. Hey, check que je mets comme scratch. Dans les gardiens de but, ben là, écoutez, les Rangers de New York voient dans leur soupe Igor Shesterkin depuis déjà plusieurs années. Fait que dans le cas de Gorchev, c'est plate, mais il y a des chances qu'il se fasse voler son poste. Avec l'entrée dans la LNH que Shesterkin a faite, il montre qu'il n'y a peut-être même pas besoin d'avoir une période d'adaptation au style de jeu nord-américain. Il a l'air d'être déjà prêt. Fait que les Rangers voient littéralement Shesterkin dans leur soupe. À la limite, ils vont peut-être opter pour un tandem où Shesterkin va avoir plus de matchs que Gorchev. Les deux gars, c'est des bons gardiens de but. C'est deux jeunes, mais deux bons gardiens de but. On peut leur faire confiance à New York. Fait que je pense qu'on est en business au niveau des gardiens de but avec les Rangers de New York. Sauf s'ils se plantent vraiment littéralement cette saison, ce qui m'étonnerait, mais qui est quand même possible. Shesterkin en 12 matchs l'année passée dans la LNH avec les Rangers, 2.52, 932 d'efficacité. Excellent. Et dans le cas de Gorchev, lui, en 34 matchs, 3.04, 910. Il a quand même mieux fait que Henrik Lundqvist. Fait que bref, c'est deux gars qui vont être probablement les... Je me risquerais peut-être pour dire un tandem préférentiel à Shesterkin, mais que j'opterais quand même pour un tandem parce que les deux ont quand même beaucoup de talent, là, mais Shesterkin, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors, c'était ça pour ce qui est du preview des Rangers de New York pour la saison 2021. C'est une équipe assurément qui est à suivre pour les années à venir. Là. Puis j'ai vraiment hâte de voir comment on va utiliser la Lafrenière. J'aimerais ça le voir avec Julien Gauthier. Ça serait vraiment cool de voir deux Québécois qui jouent ensemble. Puis comme il y en a un qui est peut-être un petit peu... il est capable de créer des jeux à Lafrenière, puis que Gauthier est capable de compléter ça, là.
Ça serait le fun, ça serait le fun, ça serait le fun. Puis, si vous connaissez un peu mon style de défenseur, Adam Fox est un gars qui est super intéressant à suivre avec les Rangers. Alors, c'était ça pour ce qui est mon preview des Rangers de New York. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, il donne un petit j'aime. On partage pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Je vous dis un très, très gros merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et on s'abonne, active la petite cloche, puis on se revoit très bientôt pour un autre preview LNH 2021. Merci là. Bye.